J'ai fait un rêve cette nuit. J'ai rêvé que les techniciens de ce petit film se révolteraient. Et assistant à une prise de vue, à la préparation d'un film, ils n'ont jamais droit à la parole. Comment ça se fait? Et je pensais qu'il serait assez culotté, parce qu'on parlait hier de culotté, pour me chasser de la place et prendre ma place. Et néanmoins, ils ne bougent pas. Comment... Vous pouvez leur demander comment ils expliquent ça? Oui, comment ils... Ils expliquent ça. Pourquoi ils ne viennent pas me chasser, vous chasser aussi, puis venir dire, c'est tellement bête ce que vous dites, que je n'ai pas du tout envie de continuer ce travail. Demandez-leur. Oui, bien sûr. Parce qu'ils ne parlent pas le français. Oui, oui. Je understand why you don't get up. He had a dream last night, and you took over the film, and you sat in his place. And he thinks that he's very surprised that you don't do that now. Le preneur de son aussi. Yes, and that's Duncan as well. You're getting this, Duncan. So, do you have anything to say to that? No, not at the moment. Don't know. I think when you do it every day, you lose any objective feeling about what you're doing. I'm sure that lots of things we do seem very stupid to people, but we take them for granted because we're sort of involved in our own little world. But the great majority of people, because they're slightly in awe of the system and slightly in awe of film and television process, will go along with whatever you say and even be flattered that you're asking. But anyone perhaps who can just see beyond that and is not really taken in by it. So yes, I appreciate people, but people don't usually say it on camera. They usually say afterwards, why did you do this? Why did you ask me to nod? Why was that microphone there? But no reason why they shouldn't ask it on camera other than it's costing us a lot of money. Mais est-ce que ça vous intéresse de casser l'ordre quand vous avez rêvé de ça? D'une façon, vous avez envie de casser l'ordre qui existait dans cette petite salle? De casser l'ordre? Oui. Bien sûr, il me paraît tellement figé. Je suis tout seul ici. Et devant moi, il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnes, 6 personnes. Et évidemment, j'ai envie de casser l'ordre. Et c'est pour ça qu'hier, je vous ai demandé de venir ici. Bien sûr. C'est très comme une interrogation de police. Il y a de ça. Bien sûr. Je vous ai dit, ça marche, la caméra, très bien. Je vous ai dit hier que vous faisiez un travail de flic. Oui. Et vous le continuez maintenant, ce matin. Et je vous l'ai dit hier et vous l'avez déjà oublié. Parce que vous continuez à m'interroger exactement comme le voleur que j'étais il y a 30 ans était interrogé par des policiers, par une escouade de policiers. Et je suis sur le petit siège, seul, interrogé par plusieurs personnes. Il y a une norme qui est d'un côté où vous êtes, vous, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ailleurs, les éditeurs de films, etc., et la BBC. Et puis, il y a une marge où je me trouve, où je suis marginalisé. Si j'ai peur d'entrer dans la norme, bien sûr que j'ai peur d'entrer dans la norme. Et si j'ai en ce moment des éclats de voix, c'est parce que je suis en train d'entrer dans la norme. Je suis en train d'entrer dans les foyers anglais. Et évidemment, ça ne me fait pas plaisir. Mais je ne suis pas en colère contre vous.
qui est de la norme, je me colère contre moi, parce que j'ai accepté de venir ici. Et ça ne me fait pas plaisir, en effet. Mais vos livres sont enseignés dans les écoles, même ici en Angleterre, n'est-ce pas? Oh, que sourd. C'est vrai. C'est vrai, moi C'est vrai. j'ai étudié Genève à la fac. Ça vous plaît? À la fois un sentiment de vanité perce et à la fois c'est plaisant. Bien sûr. C'est à vous, Agnew, c'est aux libéraux blancs, c'est à la nation blanche américaine que je m'adresse. Nous connaissons votre plan. Vous vous êtes aperçu que les Noirs américains sont intelligents. Depuis que vous savez qu'ils vous dépassent dans la réflexion révolutionnaire, vous avez décidé, et je redis le mot décidé, de les anéantir. Bobby Seale, vous le réservez pour la chaise électrique du Connecticut. Jackson sera conduit à la chambre à gaz en Californie. Vous essaierez de faire disparaître Angela Davis et le peuple noir, espérez-vous, aura assez de frousse pour avoir des gestes toujours plus obliques, pour vous servir et pour se taire. Votre plan est au point. Même cette télévision d'où je vous parle nous disait avec dégoût que Reagan sablait le champagne après la capture d'Angela. Donc, tout est en place. Vos flics, qui ont déjà tiré sur un juge de façon à mieux tuer 3 Noirs, vos flics, votre administration, vos magistrats s'entraînent tous les jours, et vos savants aussi, pour massacrer les Noirs. D'abord les Noirs, tous, ensuite les Indiens qui ont survécu, ensuite les Chicanos, ensuite les radicaux blancs, ensuite, je l'espère, les libéraux blancs, ensuite les blancs, ensuite l'administration blanche, ensuite vous-même. Alors le monde sera délivré. Il y restera, après votre passage, le souvenir, la pensée et les idées d'Angela Davis et de Black Panther. Certains dompteurs utilisent la violence. Tu peux essayer de dompter ton fil. Méfie-toi. Le fil de fer, comme la panthère, et comme, dit-on, le peuple aime le sang. Apprivoise-le plutôt. La mort dont je te parle, n'est pas celle qui suivra ta chute, mais celle qui précède ton apparition sur le fil. C'est avant de l'escalader que tu meurs. Celui qui dansera sera mort, décidé à toutes les beautés, capable de toutes. Quand tu apparaîtras, une pâleur. Non. Je ne parle pas de la peur, mais de ce contraire, d'une audace invincible. Une pâleur va te recouvrir. Malgré ton phare et tes paillettes, tu seras blême, ton âme livide. C'est alors que ta précision sera parfaite. Plus rien ne te rattachant au sol, tu pourras danser sans tomber. Mais veille de mourir avant que d'apparaître et qu'un mort danse sur le fil. J'ajoute pourtant que tu dois risquer une mort physique, définitive. La dramaturgie du cirque l'exige. Il est avec la poésie, la guerre, la corrida, un des seuls jeux cruels qui subsistent. Le danger a sa raison. Il obligera tes muscles à réussir une parfaite exactitude, la moindre erreur causant ta chute avec les infirmités ou la mort, et cette exactitude sera la beauté de ta danse. Cela m'amène à dire qu'il faut aimer le cirque et mépriser le monde. Une énorme bête, remontée des époques diluviennes, se pose pesamment sur les villes. On entre, et le monstre était plein de merveilles mécaniques et cruelles. Des écuyères, des augustes, des lions et leurs dompteurs, un prestidigitateurs, un jongleur, des trapézistes allemands, un cheval qui parle et qui compte. Et toi? Vous êtes les résidus d'un âge fabuleux.
Vous revenez de très loin. Vos ancêtres mangeaient du verre pilé, du feu. Ils charmaient les serpents, les colombes. Ils jonglaient avec des œufs. Ils faisaient converser un concile de chevaux. Ne quittez jamais ce ventre énorme de toile. Ce sont de vains, de maladroits conseils que je t'adresse. Personne ne saurait les suivre. Mais je ne voulais pas autre chose qu'écrire à propos de cet art un poème dont la chaleur montera à tes joues. Il s'agissait de t'enflammer, non de t'enseigner.
Comme si sa caboche avait été cognée dans les chin-chin barbares. Après les projections du ciné-club, dans l'un des débats qui s'en suivaient d'habitude, il avait essayé d'exposer du film. Et maintenant, ses propres phrases lancées dans la salle lui revenaient ivrantes. Le film me préoccupe pour autant qu'il y a en lui-même des possibilités de découverte, de progression continuelle. J'aime le cinéma lorsqu'il est insolent et fait ce qu'il ne doit pas faire. Aujourd'hui, un film peut entrer dans une histoire du cinéma parce que des types comme Griffith, au lieu de laisser, ainsi qu'au début, l'appareil de prise de vue sur place et permettre aux acteurs de tourner autour, ont osé introduire le premier plan, c'est-à-dire le visage seul de l'héroïne en larmes, la simple partie du tout se développant monstrueusement sur l'écran au détriment de l'ensemble. Je n'aime pas les imitateurs. J'aime dans le cinéma l'atrocité neuve d'un Erich von Stroheim. Lorsqu'il fait éclater avec ses ongles de sadique
un bouton blanc sur son visage terrible. Lorsqu'on voit l'officier plein de morgue, méprisant, laisser tomber le sac d'une dame sans se baisser pour le ramasser, afin qu'un instant après, l'écran nous révèle qu'il a abominablement mutilé. Mais je n'aime pas les imitateurs. J'aime, dans le cinéma, lorsqu'Eisenstein introduit avec le cuirassé Potemkin le symbole social. Une foule se dissipe en s'écrasant, fusillée sur les marches par une armée qui vient rigide comme le tank inhumain de la fatalité grecque. Le contraste entre une voiture d'enfant qui se dégage seule du désastre et les bottes cadencées des soldats apporte la révélation de l'histoire révolutionnaire. Je n'aime pas les imitateurs d'Eisenstein. Nous connaissons la découverte de Chaplin qui introduit la première allusion indirecte dans l'opinion générale. Au lieu de montrer le train qui part, on voit les lumières des fenêtres du train se dérouler sur un visage de femme. Le cinéma m'intéresse à cause de l'image surréaliste du chien andalou de Buñuel. La lune, coupée par un nuage et comparée à un œil sectionné par un rasoir. De l'orbite, l'iris écœurant vomit comme une goutte de pluie. Et nous avons tout ça. Oui, Oh, les pados de la salle, vos gueules, quoi. Je voulais simplement dire que je ne veux pas faire des films en profitant des erreurs des autres. Je veux, pour le salut de mon âme, courir mes propres dangers. Je veux un paradis ou un enfer pour moi tout seul. Égoïste, c'est une bonsoir. Je crois premièrement que le cinéma est trop riche. Il est obèse. Il a atteint ses limites, son maximum. Au premier mouvement d'élargissement qu'il esquissera, le cinéma éclatera. Sous le coup d'une congestion, ce porc, rempli de graisse, se déchirera en 1000 morceaux. J'annonce la destruction du cinéma, le premier signe apocalyptique de disjonction, de rupture de cet organisme ballonné et ventru qui s'appelle film. Les films d'aujourd'hui ont quelque chose d'achevé, de parfait et de tranquille. Cela résulte de l'harmonie des éléments de composition, de l'unité classique entre les parties constituantes, parole, image. Pour conquérir, il faut rompre. Il faut renvoyer une fraction de la famille, la plus jeune, en avant-garde, qu'elle essaie de défricher dans ce mouvement d'indépendance ses propres espaces. Comme dans l'émigration ou dans les conquêtes impérialistes. Oui, il faut déchirer les deux ailes du cinéma, le son et l'image. Bouchez! On doit casser cette association naturelle qui faisait de la parole le correspondant de la vision, ou le commentaire spontané engendré par la photo. Je voudrais séparer l'oreille de son maître cinématographique, l'œil. Je veux plaquer sur une pellicule une masse hurlante, sans rapport avec les scènes de l'écran. On doit rendre indifférent le déroulement des images par rapport à l'histoire sonore terrible qu'on projettera, qu'on lancera dans l'obscurité de la salle. Il faut couper la liaison avec la succession des photos, cohérente en elle-même, peut-être, mais de toute façon incohérente vis-à-vis du sujet des bruits. Les intellectuels qui sont forts seulement sur ce qu'ils connaissent sont aussi fermés dans leurs habitudes et leurs conventions que les ruminants dans leurs petites nécessités naturelles. Les paroles de Daniel étaient hachées par les hurlements de la salle. Si jusqu'à présent, la parole n'était que le commentaire de la pellicule, dorénavant, la pellicule sera le simple complémentaire, nécessaire ou inutile, du cri. C'est pas un cri, c'est un cri-cri, c'est un cric, c'est un crac, c'est un crime. Silence, laissez-le parler, idiot! Si vous analysez la composition de n'importe quel film, vous vous rendrez compte qu'il est fait d'une succession d'images où la parole, le dialogue, foudroie par des éclairs les gestes visuels des héros. J'ai regardé récemment un dialogue, ainsi que des phrases collées autrefois dans les versions muettes entre les séquences. On ne peut rien comprendre de leur lecture indépendante.
Je veux que dorénavant, en elle-même, la masse parlante soit une surface précise et rigoureuse au détriment des images. Détruire la photo pour la parole. Faire l'inverse de ce qu'on a fait dans ce domaine. Le contraire de ce qu'on croit être le cinéma. Qui a jamais dit que le cinéma, dont le sens est mouvement, doit être absolument le mouvement de la photo et non le mouvement de la parole? Morveux! Mais qu'est-ce que tu vas en faire de la photographie? La photo me gêne dans le cinéma. Pour de multiples raisons, bande d'imbéciles. La photo est déjà trop banale. Toutes les combinaisons d'angles, de clair-obscur, de superpositions et de flou essayées démontrent qu'il faut aller plus loin, dépasser la photo. Il faut s'attaquer à la pellicule. Ridicule! Avant tout, il faut pourrir la photo. Le silence se fit dans la salle. Au fond, Daniel n'avait pas l'air bête, même pour ceux qui n'aimaient pas sa construction physique. Le fait que la photo soit passée de sa précision première à ses effets, de la photographie, copie de la réalité comme on disait, à la photographie artistique, de sa réalité à sa monstrueuse irréalité, de sa clarté à son clair-obscur, prouve l'avilissement incessant de la photo, donc son dépassement vers son inutilité. Lorsqu'on tripatouille une chose pour sortir autre chose d'elle, on extorque ses charmes secrets, on la tue. C'est ce que tu fais avec ta ronvière quand tu la tripatouilles trop. Exactement. Pensez au marquis de Sade et à ses rapports avec le sexe faible. Le divin marquis a connu tellement de gonzesses que dans sa recherche d'inconnu, il est arrivé à un amour spécial qui est la perversion. Plus la femme était moche, édentée, déchue et dégoûtante, plus elle l'énervait et lui plaisait dans l'amour. De même, le cinéma atteint le stade où se trouve actuellement la peinture, avec les impressionnistes et les cubistes, la poésie de Baudelaire au lettriste et la musique moderne. Plus la matière est gâchée, pervertie, pourrie, plus elle est belle. Plus la pellicule est maculée, gangrénée, infecte, plus elle sera précieuse au cinéaste. La nouveauté de la création seule intéresse le créateur. Voilà pourquoi la laideur de l'époque le préoccupe, parce qu'elle est neuve comme beauté. Pourquoi veux-tu aller au cinéma pour voir la laideur? Tu n'as qu'à regarder ta gueule dans la glace. Je ne tiens pas à vous raconter ma vie. Cette salle est tout, sauf un confessionnal. Je me rappelle que gosse, dans une des épiceries de mon père, venait la fille d'un ambassadeur qui achetait des roqueforts, des camemberts, des livaros. J'étais écœuré de la voir, en pensant qu'elle mangeait des fromages qui puent. Plus les boîtes étaient vieilles, plus les fromages avaient été mangés par les vers, plus elle semblait prendre de plaisir à se les procurer. Dans le pays, on la prenait pour une folle. Son air sérieux, distingué et blond, ajoutait d'ailleurs une note séraphique à cette impression. Avec ce qu'on appelle le raffinement du palais, j'ai appris moi aussi à préférer les camemberts, les roqueforts et les livaros au fromage blanc par exemple. J'ai compris qu'il faut une grande connaissance et un grand amour des fromages. Pour l'exemple, vaut pour le cinéma. J'ai perdu ma jeunesse dans les salles obscures, ces modernes fumeries d'opium. J'aurais pu imaginer 1000 histoires réalistes, irréelles et plaisantes. Mais il faut un grand amour du film et une énorme consommation de pellicules. Si t'as bouffé beaucoup de pellicules? Jusqu'au dégoût. Mais je préfère mon nouveau dégoût à l'ancien goût dégoûtant. Oh, c'est facile. Et très difficile en même temps. S'agit-il d'une perversion de la langue ou du palais? Je n'ai peut-être pas raison, mais les autres auront bientôt tort. Dans la recherche de renouvellement, j'ai simplement épuisé les possibilités avant eux.
tandis que les autres sont encore en train d'essayer les chances de la photo, moi je n'aime plus la photo. Je m'attaque directement à la pellicule pour la détruire et m'émouvoir ensuite de ses folies plus que de ses raisonnements. Le sadisme de la photo, voilà le hic. Décadent, imbécile, va. L'évolution d'un art et d'une matière n'ont rien à faire avec l'évolution d'une société. Sade a produit ses œuvres durant la Révolution française. Ce n'était tout de même pas un moment de décadence, mais de naissance d'un peuple. Tiens, c'est un démocrate. Ça doit être un juif. Antisémite, ta gueule, et fasciste. Au secours, va chez Staline. C'est vous-même. C'est le cinéma seul qui m'a mené à cette éclosion cinématographique. J'ai pensé que les paroles, par leurs nuances et leurs définitions, montrent les limites et les impuissances de l'image. J'ai pensé qu'un texte qui ne tiendrait pas compte de la photo élargirait les possibilités de la photo, injecterait au cinéma son sérum bogomatique. En réussissant à crever les limites de l'image cinématographique, je l'ai aboli, exactement comme si j'avais réussi à faire de la grenouille un bœuf. C'est devant un bœuf qu'on se serait trouvé. Oh non, monsieur le bœuf, je ne savais pas que vous étiez une grenouille auparavant. Cassez-lui la gueule. Foutez-le à la porte. Dans mes films, il s'agirait premièrement de faire de la parole une dimension vraiment supplémentaire de la photo. Comme si le son s'ajoutait de dehors et ne prenait pas naissance, ainsi que jusqu'à présent, de la nécessité intérieure, du dedans, du ventre de l'image. La parole ne viendrait plus de l'écran pour coïncider avec ces séquences, mais à jamais d'ailleurs, comme si concrètement et visiblement, il était un surplus sans rapport avec l'organisme, une cravate de bave pendue à une dent d'ivoire. Comme si sans cesse l'image promenait un camp invisible, surnaturel et inhumain. D'où une voix indifférente aux choses humaines débiterait ses oracles. Ajouter ainsi la quatrième dimension à la photo, mais une quatrième dimension d'une telle force qu'elle subordonne les trois autres, les opprime, les aplatisse, les détruise. L'enrichissement de la photo m'a mené ainsi à son émiettement, à son grignotement. Monsieur la souris, ne souriez pas. Un rat pourrait vous entrer dans la gueule. La raison de jeune homme, bande de crétins. Lorsque la matière d'un art est déchue, tout ce qu'on veut dire dans cette matière est déchu d'avance. Notre sensibilité ou notre originalité sont nulles devant le joug de la banalité des moyens transmis et déterminants au fond. Il faut changer la matière, la technique du cinéma si nous voulons transmettre notre nouvelle sensibilité, notre sensibilité originale. Pourquoi défendez-vous ce fouilleur de cadavres, le vieux fils? Oui, toi, récupérateur de chutes, ces chutes de rats, ces chutes de Niagara, de petits feux, et ces chutes de cheveux de demain. Va, les Figaro du cinéma. Mais public de bœuf, face de porc-cuit, vous ne comprenez pas que mon ami, ce jeune homme qui s'appelle Daniel. Bonjour Daniel, c'est moi Pierre, je vais te défendre d'ici du fond de la salle. Vous ne comprenez pas? Daniel veut dire que le cinéma possède déjà ses chefs-d'œuvre et que nous n'avons plus rien à faire qu'à mâcher ces chefs-d'œuvre, à les digérer et à les vomir. Ce vomissement seul de chefs-d'œuvre anciens est notre unique possibilité de manifestations originales. Le crachat seul de chefs-d'œuvre est notre chance unique de créer dans le cinéma nos chefs-d'œuvre à nous. C'est ce que représente au fond Picasso
dans la peinture en tant que créateur de déglutition et de crachats, de toiles anciennes, bien digérées. La photo du cinéma doit donc entrer dans sa phase infernale, dans sa phase du mal. J'ai souvent pensé, ébloui et étourdi, à cette cime de raffinement à laquelle le marquis de Sade se vante d'arriver lorsqu'il mange les matières fécales de ses maîtresses, lorsqu'il adore leurs excréments plus qu'elles-mêmes. Sadique, monsieur. Cime que, hélas, je suis loin d'avoir atteint. Mais je sais que le cinéma se nourrira de l'excrément de ses propres photos, ou alors il se figera dans le pompiérisme académique qu'on appelle Hollywood, l'URSS ou l'Italie. Vous pensez que la culture française est étrangère aux imbéciles et qu'il sera un métèque pour tous les imbéciles du monde. Comme on dirait, tous les imbéciles du monde, unissez-vous, déchirez les chaînes de cet agent de l'étranger qui est, au fond, de nulle part. Vous êtes une bande de crétins dans l'ensemble. Mais peut-être y en a-t-il un seul qui comprenne, et c'est pour lui que je divague. Du point de vue de la photo, je ferai foutre la pellicule en l'air avec des rayons de soleil. Je prendrai des chutes d'anciens films et je les rayerai, je les écorcherai pour que des beautés inconnues paraissent à la lumière. Je sculpterai des fleurs sur la pellicule, quitte à faire de ce désordre un ordre neuf, demain, exactement comme Cézanne a fait de l'impressionnisme un art de musée. Je veux un film qui vous fasse mal à l'œil, réellement, comme durant le déroulement de ces vieilles projections qui se coupent et se détruisent, et où on voit les numéros 1, 3, 5, 7 à toute vitesse. J'ai toujours adoré les numéros qui passent sur les bobines, peut-être parce que cela arrivait dans de vieux et beaux films classiques, et mon goût s'est déplacé de ce que j'ai aimé à ce qu'accompagnait cet amour. Ah bah merci, tu parles d'un cadeau. Cinéma avec un mal de tête. Il y a tant de films chaque semaine d'où l'on sort aussi crétin que l'on y est entré. Je préfère vous donner des névralgies que rien du tout. Je ne suis pas payé par un oculiste pour lui amener des clients. Mais je préfère vous abîmer les yeux que de les laisser indifférents. Mais dans cette pagaille de la vision, la voix seule sera cohérente et terrible, en attendant que des recherches et des créations prochaines la rendent incongrue et défigurée. Il faut que le spectateur sorte aveugle, les oreilles écrasées, écartelé dans cette disjonction de la parole et de l'image, et ratatiné dans chacune de ces zones séparées. La rupture entre les paroles et la photo formera ce que j'appelle le cinéma discrépant. Je lance le manifeste du cinéma discrépant. J'appelle une pellicule lacérée ou travaillée volontairement par le cinéaste une pellicule ciselée. Tu emmerderas les spectateurs. Je ne crois pas. Mais de toute façon, j'emmerde les spectateurs. Au fond, je sais. Ceux qui détesteront spécialement mon film, ce seront les opérateurs, les hommes de métier du cinéma, pour qui le cinéma n'a jamais été un art créé, mais une industrie à syndicat de défense de la production donnée. Mais encore une fois, qui a jamais dit que le cinéma est l'art des photographes? Mais si la photo ne compte plus, ce n'est plus du cinéma, c'est de la radio, c'est de la lecture dans un fauteuil. Pourquoi pas? La radio, par la télévision, est devenue une espèce de cinéma. Pourquoi le cinéma en retour ne deviendrait-il pas une espèce de radio? Monsieur, vous avez raison. Il y a sans cesse un déplacement des arts.
la poésie et la peinture sont devenues musique, déplacement qui signifie au fond enrichissement d'un art par un autre ou abandon de certaines qualités en faveur d'autres arts. Daniel pensait qu'il aimait toujours faire autre chose. De la musique dans la poésie, de la peinture dans le roman, et maintenant du roman dans le cinéma. Un roman récité par une dame de compagnie aux spectateurs assis devant la cheminée brûlante de l'écran et regardant les séquences comme des bûches tomber et passer sans liaison de l'incandescent aux cendres. Il faut vieillir le public et le bercer par la voix, l'enthousiasmer par le récit ou l'endormir. Mais ce que vous voulez faire, ce n'est pas du cinéma. Mais justement, si ce que je faisais était du cinéma, avant que je ne le fasse, il n'y aurait aucune évolution. Il n'y aurait alors aucune conquête des territoires qui ne le sont pas. Si on se tenait toujours à ce qui est, il n'y aurait jamais de progrès. Si ce que j'accomplis était déjà du cinéma, je n'aurais aucun mérite, car cela aurait déjà été. Mais la signification de mon acte viendra précisément du fait que ce que je réalise n'était pas du cinéma, mais que dorénavant, grâce à moi, cela est devenu du cinéma. Mais l'évolution, ça sert à quoi? Il ne s'agit pas de faire un film et de jouer avec un procédé valable pour soi seul, mais de savoir comment le cinéma peut se dépasser, ouvrir un chemin au film pour qu'il aille plus loin. Il ne s'agit pas seulement d'apporter quelque chose de neuf dans un film, mais d'indiquer une voie neuve au cinéma. La découverte, mes amis, dans le bien comme dans le mal, le meilleur comme dans le pire. Mais il n'y a pas de pire dans le neuf. Tout ce qui a existé était mauvais. Autrement, on n'aurait pas dépassé, on n'aurait pas renoncé à ce qui a existé par des révolutions et des changements. Tout ce qui existe est mauvais. Il ne nous reste que l'avenir seul, c'est-à-dire la création, la lutte pour autre chose. Autrement, rien ne nous sauvera d'un suicide général. Je crois, même bêtement, à un avenir meilleur de l'humanité. Je peux, 1000 fois encore, bouleverser l'art de l'écran, et plus profondément encore. Mais pour le premier film, cela suffit. Ce sera pour la première fois aussi que le générique se déroulera non seulement au milieu du film, mais tout au long du film, se disait Daniel. Ainsi finit la première partie. J'espère que le second chapitre vous semblera plus marrant. Lorsqu'on tripatouille une chose pour sortir autre chose d'elle, on extorque ses charmes secrets. On l'a su. C'est ce que tu fais avec ta ronvière quand tu la tripatouilles trop. Exactement. Pensez au marquis de Sade et à ses rapports avec le sexe faible. Le divin marquis a connu tellement de gonzesses que dans sa recherche d'inconnu, il est arrivé à un amour spécial qui est la perversion. Plus la femme était moche, édentée, déchue et dégoûtante, plus elle l'aidait
la Norvégienne. Quelle Ève? Il savait déjà. Il revoyait Ève, avec sa démarche d'impératrice méchante, ce marbre froid, comme l'image sculpturale de la guerre, et les algues vertes de ses yeux verts, et une immense chevelure blonde, comme si elle portait tout le soleil sur sa tête marine. Cette fille l'avait hanté durant des journées entières depuis qu'il l'avait rencontrée au vernissage, où il avait pris la parole et où il s'était fait foutre à la porte par la patronne, parce qu'autrefois il l'avait insulté dans la presse, la patronne. Sic. Ève l'avait tourmenté jusqu'au soir du 20, parce qu'il était sorti de sa chambre après une de ses orgies de sommeil, prêt à s'accrocher à n'importe quelle fille. Ou une autre, avait-il dit à une de ses partenaires de danse, dans un élan de je m'en fichisme? N'importe quelle fille qui serait capable de le traîner dans le réveil et le rire. Ce soir du 23 août, il avait épinglé son œil dans la chevelure blonde qui lui tournait le dos, comme si son regard épinglé avait été un ruban. Vous dansez? J'ai l'impression que vous êtes seul. Sans détourner la tête, Je suis seul et j'entends le respect. il avala un sac d'aspirine plein de pipi. Et toute la place eut un coup de cendre, et les danseurs lui semblèrent crottés. Il abandonna les lieux, comme on change de carrière, et alla s'exercer ailleurs. Vous ou une autre? C'est vrai, j'ai envie de vous, mais j'ai peur de vos histoires. Les complications psychologiques, vous savez, tiennent place aujourd'hui aux complications conventionnelles et morales. Si je pouvais vous acheter, jouir de vous, sans être obligé de passer par tous les préparatifs de la politesse, par la consécration de votre personnalité, etc. Personnalité, les personnes, ça m'embête. Gan likidan bar likidin bin yango son gin hakonjal balgal Lian hakonjal balgal Lian. Now, I wish you'd explain to us, if you would, please, about these new sounds. You've found some quite new letters, as you'd call these sounds, haven't you? That's right, yes. We, Such as, for example, like, letters. You have oh, things like or well, but you use this letters mixed with letters like A, O, B, C. And you had some like one. And you have well that one. Yeah. I have one like this. And that's a complete letter. Yeah, it's a mixture of letters and rhythm and different of strength in the way of saying. Right, in a few words. Well, see, my friend and I, we were looking for new poetry, let's say new style in poetry. We studied the history of poetry. We were sort of disappointed by surrealist poetry, and then we invented this sort of new poetry using only letters, writing symphonies or poems, what we call letters, just with these letters. Just with the letters? That's right. Let's have another little fragment. Neige. This Poem neige. about the snow. Okay. Neige. Trnei, trnakapata, hey, tragahate, gochlach, lachan. Quelque chose, pini-mini-la, comme quelqu'un, magabambaba, tabetigusta, fanvojorian, kublakan.
Ce n'est que 2 jours après qu'il lui téléphona. Lorsqu'elle vint à l'appareil, C'est toi, Daniel? dans sa douceur, il reconnut son propre désir et l'attente, la même. Et la flamme reprit insatiable. Il n'était jamais assouvi de son corps. Il lui laissait des marques avec ses dents, des bleus qu'elle portait, comme le tampon d'un propriétaire jaloux de sa chose. Il la spoliait, lui prenait son argent. Est-ce qu'elle m'aime ou non au-delà de ses besoins les plus directs, au-delà de son pain quotidien? Il la brisait, il la détraquait, il la déchirait pour se sentir en elle. Il voulait être son désastre, il la ravageait pour se rendre inoubliable. Il s'installait en elle, Ève était dans sa joie, que quelque chose de son corps et de son âme pouvait encore servir au plaisir de Daniel, qu'elle n'était pas complètement inutile à sa joie et à sa pensée. Je sais que c'est idiot, mais si tu voulais, j'offre toi toute ma vie. La vie ne compterait plus alors, mais la tienne seule. Ce qui un soir plus tard, à table, est devenu après qu'il se fut empiffré de Boostify et lorsqu'il s'est excusé d'un rot bourgeois. Oh, tu peux te permettre toutes les saletés avec moi, mon chéri. Rien ne me sera sale venu de toi. Mais ce matin-là, le premier et au fond l'unique passé ensemble, à voir cette fille chez qui la réalisation physique et l'amour pour Daniel domestiquaient par un trait précis la violence, l'orage habituel, fille qui était devenue pure et nette, qui se faisait petite pour être à sa place dans ses bras, qui se moulait sur le lit de Procus que Daniel lui offrait près de lui. Fille qui retenait même son souffle, tellement elle avait peur de ne pas dépasser les limites assignées. Ce minuscule abri qu'elle remplissait de l'immense trésor de son bonheur chancelant. Et à regarder Ève, devenue la femme qu'il aimait avec cette passivité de bête, un tigre réduit à une descente de lit vivante. C'est son impatience qui avait épuisé Ève, comme les bonbons qu'il n'avait jamais réussi à sucer, à tenir longtemps dans sa bouche, à savourer, ainsi qu'on lui demandait lorsqu'il était gosse, mais qu'il cassait entre les dents toujours, très vite, et avalait. « Tu ne mastiques pas, mon chéri », lui disait sa mère. Impatience de joindre au plus vite le cœur du plaisir, son maximum, comme il buvait toujours d'un trait. Et puis, « Je m'en lave l'estomac, maman, je n'en veux plus, je n'en veux plus ». Dans le lit, devant le corps assoupi d'Ève, il pressentait déjà sa satiété future et ne savait plus comment lui signifier lâchement son congé. Tu sais, Daniel, je t'aimerai toujours. Tu me fais un peu peur. Ce cerveau lourd que vous avez tous, derrière ce corps d'adolescent. Ce cerveau lourd derrière cette face d'adolescent. La princesse disait la même chose. Et Mimi, et Jeanne, et Rémi disaient la même chose. Je voudrais t'être toujours fidèle. Je ne te quitterai jamais. Toujours. Jamais. Tu sais, je crois que tu te fais des illusions sur nos relations futures. Je n'ai pas de temps. Je ne pourrai plus te voir. Au fond, ni demain, ni jamais.